Bonsoir, Pascal Zagnoli, vous conduisez la liste Shtintu-Ayachin à l'occasion de ces élections municipales, une élection que les nationalistes abordent dans la plus totale division partout. Alors on a le sentiment dans ces scrutins que vous positionnez les uns et les autres pour affaiblir ou faire perdre le concurrent autonomiste. C'est vrai à Bastia, c'est vrai à Ajaccio et c'est vrai aussi à Porto Rico. Alors vous, dans l'ensemble qui prétendit changer la Corse, ces mœurs politiques, vous faites comme vos prédécesseurs. Où est le changement ? Buonasera, Jean Vitus, buonasera a tutti, e vi ringrazio per l'invitazione di stasera. Non, moi, en ce qui me concerne, je ne suis pas candidat pour faire perdre les uns ou les autres, je ne suis pas candidat contre un homme ou contre une formation politique, je suis candidat tout simplement au service d'un projet, au service d'une ville, ma ville, celle qui m'a vu naître, et avec des femmes et des hommes qui m'entourent, eh bien, nous allons très sereinement à la rencontre des Ajacciennes et des Ajacciens pour parler des problèmes du quotidien et pour tenter de les résoudre et surtout pour amener sur le débat public un certain nombre de solutions dans un projet que nous présenterons très prochainement qui se veut résolument pragmatique mais pour autant ambitieux et d'avenir. Donc loin de nous l'idée de se présenter contre les uns ou contre les autres. Malheureusement, vous savez, Jean Vitus, la famille nationaliste, elle est comme bon nombre de familles en Corse, elle est divisée. J'espère, et nous en tout cas du côté du PNC, on plaide pour l'union des nationalistes à chaque fois que c'est possible. Sans doute qu'un jour nous trouverons les chemins de la réunion, mais de la réunion nationale, pas au cas par cas, au coup par coup, ou selon les intérêts des uns ou des autres. Je l'appelle de mes voeux, ce sera sûrement un travail de moyen terme à faire sur les prochaines années. Pour l'instant, la situation est ce qu'elle est, et on la prend comme elle est, et malgré tout, on travaille et on avance. Pas de court terme donc. Alors, vous n'avez pas, en tout cas, Ajaccio, de chance de l'emporter tout seul. Vous serez obligé de vous unir, mais comme il est impossible de vous rapprocher de Jean-Paul Carolage, finalement, le scrutin est joué. On verra si le scrutin est joué. Pour les nationalistes, je parle. Certains disent que le maire sortant est réélu avant le premier tour. D'autres voient déjà François Filoni très largement en tête au premier tour. Beaucoup pensaient que je ne serais même pas capable d'être candidat. Aujourd'hui, je le suis. Donc vous savez, on va laisser les Ajacciens et les Ajacciennes décider très sereinement le 15 mars. Et au sort du 15 mars, chacun fera son introspection. Moi, en ce qui me concerne, j'ai 26 ans, c'est une première candidature. J'y vais de façon très décomplexée. J'occupe un espace, j'occupe le créneau qui est le mien. Je suis candidat dans ma ville, je suis entouré de femmes et d'hommes qui ne sont pas des professionnels de la politique, mais qui sont des Ajacciens et des Ajacciennes du quotidien, c'est-à-dire des gens qui se lèvent tous les matins pour travailler, qui sont confrontés eux aussi aux problématiques que rencontrent l'ensemble de nos concitoyens. Et on y va de façon très déterminée pour s'inscrire dans la durée. C'est ça qui est important. Il faut arrêter, notamment sur Ajaccio, d'avoir des one-shots à chaque élection, des candidats, des têtes de liste qui changent. Moi, je le dis, je suis là pour durer sur du long terme. Alors, laissons les querelles intrafamiliales de côté pour préciser le contenu de votre démarche. Vous dites ce n'est pas une liste PNC. Effectivement, il y a des gens qui ne sont pas encartés. Mais est-ce que vous définiriez aussi comme une liste nationaliste, clairement ? Bien sûr, Jean Vitus, je suis nationaliste. Ma liste, et vous verrez que le projet et les fondamentaux qui sont les nôtres correspondent parfaitement aux fondamentaux de la famille nationaliste. Pour autant, nous sommes sur un scrutin municipal, un scrutin de proximité. Et il y a des femmes et des hommes qui m'accompagnent, qui ne sont pas forcément des nationalistes, qui peuvent être issus d'une famille plus libérale, des gens un peu plus de gauche également, mais ils me rejoignent sur la base d'un projet, pas sur la base d'une carte ou d'un parti politique. Et ce qui m'importait, c'est de réunir le plus largement possible. Mais évidemment que mon socle est nationaliste. C'est une liste sans étiquette, vous l'avez dit, j'en demeure pas moins le secrétaire national du PNC. Le PNC à Ajaccio, c'est moi, c'est personne d'autre. Les militants me soutiennent, la structure, les cadres et l'intégralité de mon exécutif me soutient également, et de ce point de vue, il n'y a aucune ambiguïté. C'est quoi la vision nationaliste d'une ville ? Est-ce qu'il y en a une d'abord ? La vision nationaliste d'une ville, moi j'aurais tendance à vous répondre, mais je vous accorderai que ce sera sans doute un peu chauvin, que c'est une vision de bon sens. C'est une ville qui met en avant notamment des politiques liées à la culture, au sport, à la jeunesse. C'est une ville qui se préoccupe surtout du logement, qui est une thématique fondamentale que l'on abordera dans mon projet. Quand on connaît la situation ajaccienne aujourd'hui, et je suis bien placé pour le savoir, c'est très compliqué pour les jeunes, mais y compris pour les moins jeunes et pour des gens qui travaillent, de se loger. Et de plus en plus de gens vont vivre dans les villages, je dis même plus de la CAPA, parce que maintenant on dépasse même les limites de la CAPA en termes de location et d'habitat. Donc une vision nationaliste pour la ville, c'est quoi ? C'est la culture, la langue, le sport et la jeunesse et l'éducation au premier plan, et c'est résoudre les problèmes notamment liés au logement et à l'urbanisme, parce qu'il faut permettre aux gens de revenir vivre en ville.
Alors la campagne débute à peine, vous êtes quand même assez modéré dans la critique de la municipalité sortante. Vous pensez que finalement, elle n'a pas si mal géré la ville que ça ? Non, vous savez, vis-à-vis de la municipalité sortante, je peux reconnaître quelques bons points, comme par exemple les travaux d'embellissement du centre-ville. Et pour autant, j'ai quelques griefs, et pas des moindres, vis-à-vis de la majorité municipale. Moi, en tant que jeune Ajaccien, et y compris en tant que nationaliste, je suis opposé à une vision d'une grande métropole française à 90 000 ou 100 000 habitants, dans lequel les Ajacciens seraient tout simplement dilués, puisqu'aujourd'hui le sol naturel, il est ce qu'il est, il est négatif. Donc si on devait croître à 90 ou 100 000 habitants, ce serait uniquement par l'arrivée d'une population nouvelle, et moi je ne souhaite pas ça. Moi, si je me bats, si je fais de la politique, c'est pour défendre mon peuple, mon identité, ma culture, mais également ma ville et ma vision d'identité ajaccienne. Donc ça, c'est un des premiers gros griefs que je peux faire à l'équipe municipale en place. Il en est de même au niveau des politiques de transport et de mobilité, avec un téléphérique qui, force est de constater, a été inauguré en grande pompe, mais qui pour l'heure ne semble pas résoudre les problèmes de circulation et répondre aux attentes des Ajacciens en la matière. Va se poser très rapidement la question de l'impact financier de cet ouvrage, au-delà de la politique d'investissement, mais bel et bien en termes d'absorption du futur déficit, qui à mon avis sera bien plus important que les prévisions qui avaient été alors annoncées par l'équipe municipale en place. Mais je pourrais aussi vous parler du constat malheureusement très triste de l'attractivité du centre-ville qui diminue d'année en année, des problèmes liés au stationnement. Donc bon, vous voyez que vous me coupez la parole, donc je n'ai pas assez de temps pour vous lister les grèves que je pourrais faire à l'endroit de la majorité municipale. Vous portez un projet plutôt libéral que vous assumez d'ailleurs, l'économie, la défense des socioprofessionnels, des commerçants sont au cœur de votre démarche. Comment est-ce que vous déclinez cela dans la campagne ? Par quelles mesures concrètes ? En effet, vous l'avez dit, et au PNC, on a une tendance qui est très portée vers le tissu entrepreneurial, économique. Je suis soutenu par un grand nombre de socioprofessionnels et de chefs d'entreprise et de personnes composant le monde économique sur la ville d'Ajaccio. Comment est-ce qu'on aide, comment est-ce qu'on permet aux gens de travailler chez nous ? Tout d'abord, la question du développement économique, je ne peux pas l'aborder sans aborder la question du logement. Pour permettre aux commerçants d'avoir, je dirais, une nouvelle clientèle ou d'augmenter le spectre de la clientèle, il faut permettre aux Ajacciens et aux Ajacciennes de se reloger en ville, de se reloger en centre-ville. Donc ça doit être couplé à un plan logement, en encadrant mieux les meublés de tourisme notamment, en allant plus loin au niveau de l'encadrement que ce qui est proposé déjà par l'équipe municipale en place, en s'appuyant notamment sur les lois récemment votées du côté de l'Assemblée nationale. Comment ? C'est par exemple la loi Le Meur qui permet d'instaurer dans les PLU des servitudes de résidence principale. C'est-à-dire qu'on peut délimiter dans le PLU de la ville des zones à destination de résidence principale uniquement, où les appartements qui seront construits devront être occupés au moins 8 mois sur 12. Et les contravenants, ils s'exposeraient tout simplement à des astreintes journalières de 1 000 €. Nous, ça, on le mettrait en place. Ça permettrait déjà de refaire venir du monde en ville. Deuxièmement, au-delà du logement, il faut pouvoir stationner et rentrer en ville. Moi, je comprends la politique municipale qui peut être futuriste ou moderne en termes d'écologie, de dire il faut de la mobilité douce, il faut du transport en commun. Moi, je ne suis pas contre le transport en commun. Pour autant, on connaît l'Ajaccien. Il est attaché à son véhicule. Donc, on ne peut pas concevoir la mobilité et le développement du centre-ville sans imaginer, en plus des transports en commun, du stationnement supplémentaire. Donc, concrètement, vous créez des parkings Donc, concrètement, on proposera, vous le verrez dans les prochains jours, au moins 2 possibilités de stationnement en hypercentre, y compris un projet un petit peu futuriste, mais déjà mis en œuvre dans les pays nordiques notamment. On utilise également... C'est-à-dire concrètement on utilise le golfe et l'environnement maritime de la ville en diversifiant et en multipliant les navettes maritimes d'une rive à l'autre et également autour d'un pôle multimodal du côté de Campo dell'Oro où on pourrait faire partir des navettes pour rejoindre le centre-ville. Et pour faire la transition avec le développement économique, c'était votre question initiale, Jean Vitus, comment est-ce qu'on permet aux commerçants de s'installer en centre-ville ? On peut envisager des partenariats publics-privés et faire ce qui existe dans d'autres villes françaises, à savoir les foncières. Les foncières, ça permet tout simplement, via des sociétés publiques locales par exemple, d'acquérir du foncier économique pour ensuite faire des beaux commerciaux de moyen long terme à des commerçants à un coût moindre que le coût actuel, je dirais, locatif du marché. Comment est-ce qu'on installe des commerçants également et comment on les aide au quotidien, en plus du stationnement et des foncières ? On les aide en limitant ou en régulant les taxes foncières. Les taxes sur les entreprises également. On peut réfléchir, c'est à l'étude, sur l'idée d'une zone franche. On les diminue. On peut réfléchir également sur l'idée d'une zone franche, sur un périmètre plus ou moins restreint sur la ville. Donc il y a plusieurs leviers qui peuvent, j'y viens sur les parkings, mais qui peuvent être mobilisés au niveau du développement économique,
Au niveau du stationnement, mais on ne peut pas, pareil, aborder le stationnement sans parler des mobilités. Moi, je pense qu'il faut redessiner les entrées et les sorties de ville, premièrement, pour fluidifier la circulation. Les parkings, il faut favoriser le tram-train avec des grands parkings, je dirais, autour de la Capara, sur la zone de Baléone à l'extérieur, mais également à l'intérieur de la ville. Comment est-ce qu'on peut faire? On peut réfléchir à redéployer et à agrandir le parking de la Miséricorde. C'est notamment une des bonnes solutions qui ont été proposées par la majorité municipale en place. Ça marche bien avec une navette qui vous descend sur le cours Napoléon. Un projet de réaménagement du quartier. Il faut réaménager le quartier, mais justement, on peut redimensionner ce projet et on ne peut pas sacrifier le stationnement. Donc il faut augmenter la capacité d'accueil du stationnement sur le futur quartier de la Miséricorde et continuer et intensifier les navettes. Ensuite, on peut imaginer l'exemple d'un parking sur l'eau. Ça existe dans les pays nordiques, en se servant justement d'un des appontements de notre littoral autour de l'hypercentre notamment. Cette mesure-là, elle est mise en place dans les pays nordiques, elle pourrait nous permettre de créer facilement et très rapidement surtout 300 ou 400 places de stationnement nouvelles en hypercentre et sans faire de travaux pharaoniques, par exemple. La généralisation du stationnement payant, vous êtes pour ? C'est ce qui risque de se passer après les élections. C'est ce qui risque de se passer. Et ça rapporte aussi, à la ville. Là aussi, il va falloir se parler franchement. Il y a d'un côté une baisse des dotations aux mairies, aux collectivités locales. Donc les mairies, malheureusement, font face à de plus en plus de prérogatives et de politiques publiques et elles ont de moins en moins de moyens. Donc, en effet, c'est un débat qui se pose d'élargir le périmètre du parc de surface payant. Ça aurait dû être mis en place l'année dernière. Dans le cadre du budget 2025, ça a été budgétisé. Des investissements, d'ailleurs, ont été consentis. Marquage au sol, achat d'horodateurs nouveaux, licence logicielle inclus dans le cadre de ces horodateurs, etc. Face à la levée de bouclier d'un certain nombre de riverains et de commerçants, comme par hasard, la mesure en un tweet a été effacée et renvoyée aux calendes grecques qui, à mon avis, ne seront pas des calendes grecques, mais plutôt après les élections municipales. Moi, je pense que là-dessus, sur le stationnement payant, il faut faire attention. À l'origine, c'était l'hyper-centre-ville, le cours Napoléon, le cours Grandval qui étaient payants. De plus en plus, on s'élargit. On arrive au quartier du tribunal. Demain, nous arriverons à Saint-Jean. Et on va dans des quartiers qui sont parfois plus populaires et plus précaires. Donc je pense qu'il faut réfléchir au périmètre payant, mais en tout cas, moi, un engagement est pris. Il n'y aura jamais d'horodateurs dans les quartiers les plus défavorisés et les plus précaires. Un mot, vous l'avez évoqué tout à l'heure, sur le téléporté. Qu'est-ce que vous en faites ? Moi, de mon côté et du côté du PNC, pour le coup, on a toujours été contre l'idée d'un téléporté. Non, pas contre l'ouvrage ou contre l'idée d'aller vers un ouvrage, entre guillemets, un petit peu moderne ou futuriste, mais plutôt sur la réelle destination du téléporté, la réelle utilité de ce téléporté à l'endroit où il est localisé. Malheureusement, les premières impressions nous donnent raison, tant la fréquentation semble très faible, donc ça va poser un problème financier. Moi, aujourd'hui, malgré tout, l'outil existe, donc j'ai tendance à penser qu'il faut faire avec, et on ne va pas encore surinvestir de l'argent et cramer du contribuable pour aller démonter vous allez devoir payer le téléporté. Malheureusement, en effet, il va falloir évaluer au juste prix le déficit induit, je dirais, par la sous-utilisation et la sous-fréquentation plutôt du téléphérique et construire, je pense, un pôle multimodal autour du quartier de Saint-Joseph, peut-être justement en redessinant la sortie de ville et peut-être en aboutissant enfin sur ce fameux projet du Fond de Baie qui malheureusement ne voit plus le jour depuis au moins 20 ans. Mais il ne dépend pas que de la municipalité, il dépend pas que de la collectivité. Il dépend également de la collectivité de Corse, pour partie également de la CCI, même si maintenant la fusion et l'intégration de la CCI dans le giron de la collectivité devrait faciliter les échanges. Mais je pense qu'à ce niveau-là, vous savez, on a commencé à parler du Fond de Baie, je crois que c'était un projet de Paul-Antoine Luciani qui était adjoint à l'urbanisme du docteur Simon Renucci. Entre-temps, sont passés 3 ou 4 mandatures à l'Assemblée de Corse et à la mairie, rien n'avance. Moi, je pense que l'Ajaxien lambda, qui est dans les embouteillages tous les matins pour emmener ses enfants à l'école, il se fiche de connaître la coloration politique du conseil municipal ou de l'Assemblée de Corse. Il veut qu'on avance et que sa ville avance. Et quelque part, moi, ma candidature, elle est aussi un petit peu à destination de ces gens. Moi, j'y vais, je fais fi des résultats électoraux et du reste. J'y vais pour porter un message clair, un message de rupture, pour dire les choses. Je ne suis pas là pour faire des promesses aux gens, pour faire plaisir aux gens. Je suis là pour essayer de porter dans le débat public des problématiques dont les Ajaxiennes et les Ajaxiens souffrent depuis de trop nombreux temps. Un mot sur la citadelle. Qu'est-ce qu'il faut en faire ? C'est développer un pôle touristique avec hôtel, bar, restaurant, etc. Ou alors le consacrer exclusivement à la culture ?
Moi, je pense que sur le cas de la citadelle, comme dans plein d'autres cas, moi, je refuse d'opposer les modèles. Il n'y a pas d'un côté les affreux libéraux qui veulent faire du tout-tourisme et de l'autre les passionnés de culture qui veulent figer les choses dans le temps. Moi, je pense qu'on peut faire les deux. La citadelle, c'est une partie de notre histoire, c'est peut-être même un élément fondamental de l'histoire de cette ville. Donc, bien sûr qu'il faut une part importante de culture, de patrimoine, peut-être un musée. Pourquoi pas d'ailleurs un musée napoléonien qui n'a jamais vu le jour, alors que c'est dans le programme, je crois, de la mairie en 2020. Mais j'espère que le contingent bonapartiste, cette fois, sera un peu plus vigoureux sur l'île de Stéphane Eusbradge pour défendre un musée bonapartiste. Mais au-delà de cette parenthèse, qu'est-ce qu'on fait à la citadelle? On met de la culture, on y met de la jeunesse, de l'enfance. Pourquoi ne pourrions-nous pas, c'est dans notre projet, notamment au niveau social, aujourd'hui il manque au moins une crèche en hyper-centre-ville. Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas y installer, par exemple, une crèche à la citadelle, faire un petit peu de logement, faire de la primo-accession, du logement intermédiaire pour les actifs. Moi, je pense que la citadelle doit devenir un quartier ouvert sur la ville, alors que ça a été pendant très longtemps une emprise militaire fermée. Donc un quartier à part entière, ouvert sur la ville, où on découvre de la culture, où on en fasse un vrai lieu de vie avec de la restauration, du commerce, un petit peu d'habitat. Mais quoi qu'il en soit, ça doit rester un projet à taille humaine, à l'uso nostro, et il est hors de question que la citadelle soit la prise de guerre de quelconque groupe étranger. Et de ce point de vue-là, je suis clair. Vous avez décliné un certain nombre de mesures, là. Est-ce que vous avez chiffré globalement Le chiffrage est en cours de finalisation. Mais évidemment, quand on dit qu'on va créer de nouveaux ouvrages publics, etc., ça a un coût. Déjà, ce coût-là, la mairie ne l'absorbera pas seule. Il y aura bien souvent des cofinancements via la CAPA. La collectivité, si tant est qu'elle souhaite bien aider la première ville de Corse, et souvent sera même bien éligible à des financements nationaux, voire européens. Quoi qu'il en soit, un des premiers vecteurs de ressources pour la ville, je crois que ça va être les économies. Aujourd'hui, 70% du budget municipal est consacré aux frais de fonctionnement. C'est trop, c'est beaucoup trop. Comme dans toutes les collectivités. C'est beaucoup trop comme une ville comme Ajaccio, mais moi, on me permettra à 26 ans de ne pas vouloir payer des impôts toute ma vie pour qu'au final, il ne reste rien à mes enfants, si ce n'est de la dette et de l'emploi public. Donc, il y a grosso modo une centaine de mouvements par an de départ entre la mairie et la CAPA. Si l'on remplace que 20% uniquement dans ce qui est le plus utile, à savoir la propreté urbaine, la petite enfance, les écoles et le social et la sécurité, si on supprime 80% de ces mouvements, je pense qu'on peut réfléchir à une enveloppe budgétisée entre 7 et 9 millions d'euros d'économie. Rien qu'en travaillant sur l'échange de personnel. Après, il y a tous les frais de fonctionnement globaux qu'il faut optimiser. Mécaniquement, ils augmentent. Que nous sommes quand même à l'ère du numérique, à l'ère du tout intelligence artificielle. Donc on a des leviers nouveaux qui peuvent nous permettre de moderniser l'action de la collectivité, de mieux piloter et donc de faire des économies. Vous savez, là, c'est pas le doctorat en sciences de gestion qui parle, mais je pourrais faire un cours magistral ce soir. Quand on pilote mieux, on dépense moins d'argent. Oui, mais ça, tous les candidats le disent, qu'il faut diminuer, puis personne ne le fait. Toutes les mandatures, la gauche, la droite, ont toujours augmenté les personnels. L'avantage que j'ai pour moi, Jean-Michel, c'est que c'est une première candidature et que je n'ai jamais exercé de responsabilité politique c'est peut-être de pour premier plan. Donc, ce que les autres n'ont pas fait, c'est leur problème. Moi, en ce qui me concerne, c'est ce que je ferai le jour où je serai élu. Il y a l'aspect social, puis il y a l'aspect électoral également. Et ça annihile pas mal de choses en matière budgétaire. Oui, bien sûr, mais vous savez, moi je considère que quand on fait plaisir à une famille, on en déplaît à 10 ou 11. Donc de ce point de vue-là, je ne crois pas du tout au caractère clientéliste ou électoraliste de certaines mesures. Moi je pense que les Ajacciens aujourd'hui, la grande majorité des Ajacciens et des Ajacciennes, ils sont prêts à payer de l'impôt à condition d'avoir une efficience dans les services publics. Ils ne veulent pas payer pour une minorité de personnes. Les économies, vous venez d'en parler, et puis aussi les recettes. Ça veut dire quoi? Aujourd'hui, vous n'avez plus de taxes d'habitation, il n'existe plus, les dotations d'État diminuent de plus en plus, et puis il n'y a pas de raison que ça s'arrête. Vous le trouvez où, l'argent? Vous augmentez les impôts? Non, on n'augmentera pas les impôts, mais après vous avez raison, il y a un contexte national, et même maintenant international, qui bouscule les finances publiques. On voit bien que la France, année après année, a du mal à voter un budget. Je ne parle même pas d'un budget à l'équilibre. Je ne sais même pas si en 26 ans j'ai pu connaître un budget de l'État en équilibre. Donc, comment est-ce qu'on fait? Tout simplement, il faut être inventif. Il faut arrêter, il faut miser sur les fonds européens en matière d'investissement. Il faut aller mobiliser tous les leviers que l'on peut trouver à l'échelle nationale et européenne. Et il faut surtout favoriser dans les domaines où c'est possible, notamment en matière d'investissement,
les partenariats publics-privés. Il faut qu'aujourd'hui, la commune et l'Interco, c'est-à-dire la CAPA, soient un levier majeur d'action politique au service du territoire, mais qu'elle ne se prive pas d'aller tendre la main à des partenaires nouveaux pour mener un certain nombre de missions de service public. Il y a une idée qui va venir dans le débat certainement si le projet sur l'autonomie avance, c'est la métropolisation de la ville d'Ajaccio. Est-ce que vous y êtes favorable ou quelle est votre position par rapport à ça? Alors, d'abord, vous l'avez dit, il va y avoir très vite le sujet du processus de Beauvau, donc je ne sais pas, compte tenu du contexte national, jusqu'où ira du moins le processus de Beauvau. En ce qui concerne la métropole, vous savez, moi je ne crois pas à l'empilement administratif ou à l'empilement des normes. Donc moi ce que je veux, c'est qu'on serve la population. Une chose est certaine, depuis la collectivité unique et la disparition des conseils généraux, on a perdu du lien. La population a perdu du lien et aujourd'hui le conseil municipal, l'élu municipal est le dernier échelon réellement de proximité avec l'habitant. Donc sur la métropole, moi je suis prêt à débattre de tout, mais à condition que ce ne soit pas uniquement un jeu de financement ou de captation de financement nouveau, mais véritablement un outil au service des Ajacciens et des Ajacciennes. Il reste 40 secondes. Juste une dernière question. S'il y avait un risque que le Rassemblement national avec François Fillogne s'empare d'Ajaccio, est-ce que vous seriez prêt à un accord politique avec Stéphane Sbrač au deuxième tour? Moi aujourd'hui je suis concentré, quoi qu'en disent certains, sur mon premier tour, sur mon élection. Et mon objectif politique, mon objectif stratégique, c'est de siéger au sein du futur conseil municipal de façon autonome avec mon groupe. Pas de politique, tout sauf le RN. Pour l'instant, nous ne sommes ni au deal, ni aux accords d'appareil. On se concentre sereinement. Et puis pour le reste, on verra au soir du premier tour ce que nous ferons. Mais l'objectif, je vous le dis, c'est de siéger seul au sein du conseil municipal de la ville d'Ajaccio. Pascal Zagnoli, je vous remercie. Irin Graz, Bonazir.